Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast afin de vous présenter dans sa globalité le thème astral. Voilà, puisque vous êtes plusieurs personnes à m'avoir demandé qu'est-ce que ça comprend, quelles sont toutes les choses que l'on peut savoir, etc. dans un thème astral. Donc je me suis dit que de vous interpréter un thème astral fictif vous permettra en fait de prendre conscience de tous les éléments essentiels, de toutes ces choses qu'il y a dans un thème astral et qui vont pouvoir vous aider justement à vous propulser en avant, à conscientiser des choses, à mettre en place de toutes nouvelles choses, à vous comprendre mieux sur votre manière de réagir, sur certains comportements que vous pouvez avoir, sur certains schémas répétitifs, etc., etc. Dans un thème astral, il y a 12 maisons et les 12 maisons représentent 12 domaines de vie. Voilà. Donc il y a le personnel, le matériel financier, voilà, la communication, etc. Il y a le sentimental, le pro, tout ça. Et par rapport à ce thème astral fictif, j'ai choisi un personnage féminin qui va s'appeler Julie. Donc Julie est un personnage fictif, né le 15 février 1988 à 18h15 aux États-Unis, à Los Angeles. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire une intro de thème astral, donc avec une description brève de qui est en général Julie. Donc son signe solaire est le Verseau, voilà. Que représente le signe solaire? Quel est le rôle du signe solaire? Eh bien celui-ci représente dans un premier temps la position du soleil au moment de sa naissance, ce qui représente aussi son individualité, son authenticité, son soi profond, ce qu'elle va souhaiter incarner dans cette vie-ci, ça va être sa manière de s'affirmer, de se mettre en avant, etc. Et ça va représenter aussi une grande partie de sa personnalité, sa manière de voir les choses, etc. etc. Donc elle est sous le signe du Verseau. Étant donné qu'elle est du 15 février, du coup elle est du 3e décan. Donc globalement déjà, on peut dire qu'elle a une forte sensibilité. Elle a un besoin de reconnaissance mais très ancré. C'est une personne qui est très romantique dans le domaine amoureux. C'est une personne qui est originale, indépendante, qui est pacifiste, mais qui peut être aussi imprévisible. Julie n'aime pas de manière globale qu'on l'oppresse, elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas qu'on ne soit pas toujours de son avis, elle n'aime pas du tout les jugements et ainsi de suite. Et ce qu'elle aime, c'est vraiment la liberté d'expression, elle aime les autres, voilà. De manière générale, Julie aime les autres parce qu'elle a ce côté humain très ancré en elle, très développé. Mais Julie a tendance à ne pas montrer ses émotions, elle a tendance à les intérioriser puisque le signe du Verseau est ainsi. Voilà, à tout intérioriser, à ne rien montrer, tout ça. Julie n'a besoin de personne. C'est une personne très indépendante, vraiment. Elle est dans l'autosuffisance, tout simplement. C'est une personne très obstinée, très curieuse, voilà, qui a besoin aussi de faire les choses comme elle le veut, de suivre ses propres règles, etc. En fait, elle n'aime pas se comporter comme un mouton. Julie est une personne loyale, voilà, mais qui est parfois un petit peu tête en l'air. Maintenant, le signe ascendant de Julie est la Vierge. Alors, quel est le rôle de l'ascendant? Eh bien, il dicte son mode de vie, ça correspond à l'énergie qu'elle émane de par son attitude, son caractère, ses traits physiques, etc. C'est le soi qu'elle montre en conscience aux autres, au monde, et du coup, c'est le style qu'elle adopte de par son tempérament et ainsi de suite. Voilà. Alors, Julie étant en ascendant vierge, du coup, elle est beaucoup trop dans l'analyse. Elle est c'est une personne très soigneuse, très efficace, qui a un sens critique bien développé, mais qui parfois est modeste. Julie, de par son tempérament, vis-à-vis de l'ascendant en vierge, va avoir tendance du coup à être, mais alors, ultra perfectionniste, vraiment très pointilleuse,
très organisée. Donc voilà, Julie aime avoir le contrôle, mais elle a ce côté un petit peu passif-agressif. Julie n'aime pas trop déléguer certaines tâches puisqu'elle préfère tout faire elle-même, mais elle va devoir en tout cas apprendre justement à déléguer et à faire confiance aux autres. Aussi, Julie est une personne très fiable, qui a un parler très fluide, très... en fait, on la comprend tout de suite. Quand elle parle, Julie, on la comprend. On sait tout de suite où elle veut aller, etc. Julie est une personne très méthodique, très à l'écoute, très altruiste et très, 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 très maniaque. Ça, c'est vraiment l'un des traits du signe de la Vierge d'être maniaque. Donc, il faut que tout soit bien nickel, bien rangé, que tout soit propre, etc. Donc, du coup, on peut dire que Julie n'aime pas tout ce qui est désordre, tout ce qui est saleté et tout ça. Ensuite, pour le signe lunaire de Julie, eh bien, celui-ci est également en Verseau. Donc, quel est le rôle du signe lunaire? Eh bien, celui-ci déjà correspond à la position de la Lune au moment de sa naissance. Et du coup, le signe lunaire façonne ses émotions, ses états d'âme, etc. Ça représente toutes ces choses subconscientes, tout ce qui se passe en fait en dessous de la surface. Désolée, j'ai le facteur qui, voilà, qui a sonné. Donc du coup, toutes ces choses qui, voilà, qui se passent en dessous de la surface, donc je me répète, excusez-moi. Et ça va représenter aussi les besoins les plus, pardon, les plus profonds de Julie, hein. Tout ce qui va la faire sentir émotionnellement en sécurité, mais ça va être aussi sa manière de réagir émotionnellement face aux situations, etc. Et ça va représenter les aspects à guérir et à libérer dans le domaine émotionnel. Alors, du coup, Julie a tendance à ne pas montrer ses émotions, à tout intérioriser. Donc on pourrait dire que sa manière de réagir émotionnellement face aux autres, etc., en fait, elle va pas exprimer ses besoins, elle va pas exprimer ce qui peut la rendre triste, la rendre en colère, etc. Parce qu'elle va préférer tout refouler, vous voyez. Voilà. Et en plus de ça, ce qu'elle va devoir travailler dans le côté émotionnel, enfin du côté émotionnel, pardon, c'est ce côté de j'ai besoin de personne, je peux le faire toute seule, etc. J'ai pas besoin d'aide, etc. Ben, du coup, il y a des événements dans sa vie qui vont se produire, qui vont la pousser en fait, à un moment donné, à demander de l'aide. Voilà. Donc, bien sûr, je vous résume, hein, c'est une brève description de Julie, mais voilà, en tout cas, par rapport aux émotions, etc., elle va devoir justement travailler là-dessus pour lâcher ses émotions qu'elle cumule depuis X temps. Je continue la description brève de Julie. Maintenant, on va regarder le signe vénusien. Voilà, donc son signe vénusien étant Bélier. Quel est le rôle de ce signe vénusien? Eh bien, celui-ci représente la vie amoureuse, les relations de cœur en général, etc., et la valorisation et tout ce qui englobe cela. Alors, étant donné qu'elle est Bélier en signe vénusien, pardon, on peut dire que Julie aime que les choses bougent, vous voyez, qu'il y ait de l'action. En fait, elle n'aime pas autant que ses relations amoureuses ou relations de cœur soient dans la lenteur. Elle a envie que les choses bougent, avancent. Elle n'a pas envie de se retrouver dans une relation, quelle qu'elle soit, où elle va s'ennuyer. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de mouvement, vous voyez. Elle a besoin d'un peu de piment pardon, dans sa vie amoureuse. Dans ses relations de cœur, elle va avoir besoin de personnes qui ont la même énergie, où ça bouge, etc. Et pas rester là à se tourner les pouces, à ne rien faire, etc. Parce que sinon, ça va l'ennuyer. Et du coup, pouf, elle va dégager. Elle va clairement dégager les personnes qui vont l'ennuyer, qui ne vont pas lui apporter ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire, ben, ce côté énergique, pardon, ce côté où ça bouge, où il y a de l'action, tout ça. Donc en fait, Julie, par rapport à ses relations de cœur, sa vie amoureuse, etc., elle va pas aimer qu'il ne se passe pas grand-chose. Elle va pas aimer la routine. Elle va pas aimer en fait tout ce qui est mou, vous voyez. Elle va pas aimer non plus tout ce qui est indécision. Donc elle va avoir besoin de personnes qui sachent où se diriger,
qui sache tout de suite quelle décision prendre, etc. Parce qu'en fait, si elle se retrouve avec une personne qui est trop dans l'indécision, au bout d'un moment, ça va la saouler. Et puis, ben, étant donné que le bélier est un signe très impulsif, du coup, ça va l'énerver, elle va se mettre en colère, etc. Enfin, voilà. Et donc, sa manière de valoriser les autres, bah, c'est très spontané, en fait. Elle fait avec le cœur de manière spontanée, tout simplement. Voilà. En tout cas, dans sa vie amoureuse, dans les relations de cœur, Julie est une personne loyale, une personne fidèle, et ainsi de suite. Et aussi, étant donné que le signe vénusien de Julie est en bélier, c'est que dans sa vie amoureuse et ses relations de cœur, et sa manière aussi de valoriser les personnes qu'elle aime, ça va être qu'elle va tout donner. Mais quand elle va tout donner, c'est tout donner, c'est pas un petit peu. Non, quand elle donne vraiment. Elle donne de sa personne, elle donne toute son âme en fait, hein, très clairement. Donc voilà. Alors, je continue maintenant avec le dernier signe, entre guillemets, dominant. Je dis bien, entre guillemets, dominant. Voilà, parce que là, j'évoque les 5 signes les plus importants, on va dire, dans un thème astral, même si pour moi, tous les signes comptent. Mais voilà, le signe descendant de Julie est en poisson. Donc, quel est le rôle du signe descendant? Eh bien, celui-ci va représenter la perception de l'entourage qu'a et qu'aura Julie. Ça va être aussi sa manière de nouer tout ce qui est liens sociaux, perso, pro et ainsi de suite. Et ça va être aussi sa manière d'évoluer dans ce monde. Mais le rôle du descendant, c'est qu'il influence aussi les relations. Et il joue un très grand rôle dans la vie amoureuse. Alors, là, son signe descendant est en poisson. Donc du coup, en fait... Julie, par rapport déjà à sa vie amoureuse et ses relations, c'est que Julie ressent beaucoup les choses. Julie est une personne très réceptive. C'est une éponge émotionnelle, déjà. C'est une personne qui est très sensible, voilà, qui a une empathie très développée. C'est une personne qui est très passionnée, très romantique, enfin voilà. Mais globalement, par rapport à ça, Julie est une personne qui va avoir tendance à s'angoisser pour les personnes de son entourage. Vous voyez, qui peut avoir un peu d'anxiété pour, par exemple, créer des liens avec une personne hein, qu'elle ne connaît pas, parce que ben il y a ce côté un petit peu méfiant. Je dis bien un petit peu. Un petit peu dans le sens qu'en fait, Julie sent les gens. Voilà, s'il y a une personne qu'elle ne sent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et s'il y a une personne qu'elle sent plutôt bien, voilà. C'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, en fait, aussi dans sa vie amoureuse et dans ses relations en général, Julie, comme elle est sous le signe du poisson en descendant, elle va avoir tendance, en fait, à mettre sur un piédestal les gens qu'elle aime, alors qu'elle ne devrait pas, vous voyez? Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle va être plus ou moins déçue, la plupart du temps. Donc voilà ce que je peux dire globalement, de façon brève, la personnalité qui est Julie de manière générale. Maintenant, on va passer aux interprétations de chaque maison. Alors la maison 1 est en vierge et dans cette maison, donc je vous mets la petite flèche pour vous montrer où se situe la maison 1. Je vais faire ça pour toutes les maisons de toute façon. Il y a le nœud sud et la part de fortune. La maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique donc son ascendant, son soi, son apparence, son caractère, son état d'esprit, l'image qu'elle renvoie aux autres, son identité, son mode de vie, son attitude, et ainsi de suite, et le travail sur elle-même, qu'elle fait, qu'elle a fait ou qu'elle devra faire, hein, bien sûr. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, dans les interprétations de chaque thème astral, j'inclus les chakras, en fait, dans certaines maisons. Et du coup, dans la maison 1, j'ai mis le plexus solaire. Alors, c'est juste une petite piste supplémentaire, hein, mais c'est pas... Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas non plus important en soi. Hein. Voilà. Alors, là, j'adore. Moi, j'aime bien. C'est ma partie préférée, là, les maisons. Alors, étant donné qu'elle a le nœud sud en maison 1, dans le domaine personnel, là, on peut dire que elle a ramené énormément de bagages
karmique. Dans cette vie-ci, du côté personnel au niveau de son caractère, de son mode de vie, et puis ainsi de suite. Donc en fait, c'est là où elle aura beaucoup de choses à libérer au niveau d'elle-même, hein, en tant que personne, hein, tout simplement. Donc ça va faire ricocher sur plusieurs domaines, hein, forcément. Mais là, au niveau travail perso sur elle-même, elle va avoir pas mal de choses à travailler. Donc du coup, ça risque d'être un petit peu difficile à certains moments. En tout cas, elle n'a pas de mal non plus à être elle-même. Elle se fiche du regard des autres, hein, sincèrement. Voilà, en tout cas, ce qu'elle a ramené de vie passée, comme bagage karmique et ainsi de suite, c'est les choses qu'elle va devoir libérer dans cette vie-ci. C'est le domaine personnel et le travail sur elle-même qui va lui apporter plein de leçons, en fait. Vraiment plein de leçons, plein d'enseignements et tout ça. Voilà. Ensuite, elle a la part de fortune. La part de fortune, c'est en général un changement imprévu, mais c'est toujours dans le positif, globalement, hein. Après, il y a des exceptions, hein, j'ai envie de dire. Mais là où il peut y avoir des changements imprévus, où ça va créer de la tension, c'est au niveau de la maison 3 et de la maison 4. Voilà, donc on y reviendra petit à petit, ne vous en faites pas. Et là où il peut y avoir des changements plutôt positifs, c'est au niveau de la maison 5. Donc retenez ça. Ça y est, je me suis perdue. Je commence un peu à fatiguer. Où j'en étais. Donc en fait, oui, pour le domaine personnel, elle a la part de fortune. Donc en fait, c'est là où elle se sent vraiment elle-même. Donc de par son caractère, son mode de vie, etc. C'est là où elle est totalement en harmonie, en accord avec elle-même et tout. Et du coup, si elle rencontre des difficultés dans sa vie, c'est vraiment, comment dire, le domaine qui va lui permettre en fait d'évoluer. C'est ce qui va lui permettre de progresser, donc de travailler sur elle. Donc développement personnel et spirituel, j'ajouterais. Donc voilà. Et en fait, ce qu'elle a ramené comme bagage karmique, hein, dans cette vie-ci, c'est ce besoin de contrôler les choses en fait, hein. Et du coup, elle va devoir travailler cela. Elle va devoir travailler le lâcher-prise en fait. Vous voyez, donc ce sera quand même assez compliqué pour elle de lâcher prise, puisqu'elle est tout le temps dans le contrôle. Dans n'importe quel domaine, elle est dans le contrôle. Et elle a vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Ce qui fait, du coup, je pense qu'elle aura quand même pas mal de situations, de défis, certains obstacles ou autres, qui vont justement lui mettre en face d'elle, tel un miroir, «Eh oh, tu es en train de contrôler encore plein de choses, tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de faire confiance en la vie, et ainsi de suite». Vous voyez? Donc elle aura des expériences, en fait, quelles que soient les expériences, hein. Mais elle aura des expériences qui révéleront cette problématique vis-à-vis de ce besoin absolu de contrôler les choses et du fait qu'elle manque beaucoup de lâcher prise. Aussi par rapport à la part de fortune qui se trouve dans la maison 1 sous le signe de la Vierge, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, qui échouent par exemple, elle n'aura pas de mal à recommencer, mais à recommencer d'une autre manière. En fait, elle ne va pas lâcher l'affaire, il y a ce côté persévérant. De plus, avec la part de fortune en maison 1 qui représente le domaine personnel, eh bien, c'est là où il y aura vraiment, on va dire, de la chance, beaucoup de réussite dans ce domaine-là. Mais ça va passer justement par le travail sur elle-même et le développement personnel. Voilà, c'est ce qui va l'aider vraiment à progresser, à s'élever et ainsi de suite. Maintenant, la maison 2, c'est le domaine financier, matériel, globalement. Ça implique donc l'argent, la prospérité, les biens matériels, les dépenses, la gestion des finances, les valeurs, les bases, l'ancrage, la nourriture et le rapport que l'on a avec la nourriture et son corps, etc. Et je l'ai associé au chakra racine.
Donc là, comme vous pouvez le voir, la maison 2 est vide. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'astéroïde, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Vous voyez? Pour moi, une maison vide, je donne la symbolique du 50-50. Voilà. D'autant plus que quand une maison est vide, eh bien, on prend la planète maîtresse du signe qui se trouve en maison 2. La maison 2 est sous le signe de la balance. Du coup, la planète maîtresse du signe de la balance, c'est Vénus. Alors, autant vous dire que sur le plan matériel et financier, Julie est une personne qui est dans la stabilité, dans l'équilibre. Il n'y a pas spécialement de difficultés énormes, même s'il y a quelquefois des soucis financiers ou au niveau matériel. Julie, étant donné qu'elle est très méthodique, très organisée, et tout ça, elle n'aura pas de mal en fait à rebondir et à trouver rapidement des solutions pour régler par exemple des petits problèmes financiers passagers ou des problèmes au niveau matériel passagers aussi. Donc ça veut dire que Julie, sur le plan financier, elle gère plutôt bien les finances. Bien sûr, parfois elle peut avoir un côté un petit peu dépensier, et ça en fait ça va être plutôt inconscient. Pourquoi? Parce que comme elle refoule ses émotions, du coup ces émotions vont chercher à s'exprimer autrement. Donc chez Julie, ça va s'exprimer par moments par des achats compulsifs ou avec la nourriture, à manger beaucoup, 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 et par conséquent c'est manger ses émotions. Étant donné que Vénus, c'est la planète maîtresse de la balance et qui se trouve en maison 2, on peut dire que au niveau de son corps, au niveau de ses valeurs, au niveau de l'argent, du matériel, etc., Julie valorise beaucoup ce domaine-là, d'accord? Vraiment, elle valorise l'équilibre, la justesse, vraiment l'équité, en fait. Elle aime que tout soit juste. Et du coup, en fait, quand ça ne se passe pas comme prévu, elle peut vivre certaines choses comme de l'injustice. Voilà, il faut savoir que pour moi, Vénus porte la blessure d'âme d'injustice. Et comme Vénus est la planète maîtresse de la balance et qui se trouve en maison 2, on peut dire que de ce côté-là, elle pourrait vivre, si ça se trouve c'est déjà le cas, ou c'est à venir, puisque n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais un thème astral concerne le passé de cette vie-ci, mais de vie passée également. Ça concerne le présent de cette vie-ci et le futur de cette vie-ci. Donc, elle peut vivre, ou elle a pu vivre, ou vivra des injustices dans ce domaine-là. Voilà. Mais dans l'ensemble, Julie attire facilement les choses qu'elle souhaite incarner aussi dans sa vie, que ce soit des projets ou autres, peu importe, mais elle arrive plutôt bien à les manifester. Puisque la maison 2, ce n'est pas seulement le domaine financier et matériel, mais c'est aussi pour moi l'incarnation, sous toutes ses formes. Voilà. Donc incarnation de l'âme, incarnation des choses au niveau financier, matériel, projet, tout ça. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis, mon interprétation, la symbolique que je donne. Où en étais-je? Donc oui, aussi, elle va se faire plaisir au niveau de la nourriture, au niveau matériel. Elle va se faire plaisir, ça, il n'y a pas de souci. Elle sait se faire plaisir sans culpabiliser, en fait, tout simplement. Donc, donc voilà. Par rapport à son corps, c'est pareil. Elle se valorise, elle prend soin d'elle, elle se maquille, elle se chouchoute, en fait, physiquement. Elle se chouchoute. Donc Julie, d'apparence aussi, on verra que c'est une personne qui prend soin d'elle, qui est toujours bien habillée, voilà, qui est toujours coquette. Et pour terminer l'interprétation de la maison 2 en balance, au niveau des finances, ses revenus, c'est plutôt correct. Pour moi, c'est correct, c'est bien équilibré, elle a de quoi vivre. Et en plus, je pense qu'elle fait un métier qui correspond pleinement à ses valeurs, à ses principes, et ainsi de suite. Ça, on le verra dans la maison 10, d'accord? Donc, voilà. Allez, maintenant, je vais faire la maison 3. Donc, la maison 3 étant Scorpion. Et c'est le domaine de la communication. Donc, la communication sous toutes ses formes, c'est l'environnement, tout ce qui va être études, voisinage, les frères et sœurs, l'éducation, les autres, le relationnel, l'entourage proche.
ça va concerner l'aspect social, l'adolescence, la manière d'interagir avec les autres, tout ce qui est de proximité, déplacement, etc. Et du coup, je l'ai associé au chakra de la gorge. Alors, là, dans la maison 3, il y a Pluton rétrograde. Alors, autant vous dire, quand il y a une rétrogradation d'une planète ou d'un astéroïde, il y a une notion karmique. Il y a une notion karmique, il y a des choses qui se répètent, il y a des défis, il y a des leçons, pardon, il y a des choses aussi par lesquelles on va passer où on n'est pas prêt du tout psychologiquement. Voilà. Donc ça représente des difficultés, que ce soit des difficultés passées, actuelles ou même à venir. Voilà. C'est aussi revenir en arrière. C'est une prise de recul. Donc, Pluton en rétrogradation, c'est quand même pas rien, parce que Pluton, c'est quelque chose en termes de transformation où c'est très intense, très profond. C'est une transformation profonde et intense. Donc du coup, c'est pas toujours évident en fait, hein. Mais en tout cas, elle a pu se sentir tout le temps rejetée, exclue, parce que c'est une personne, on va dire, différente, qu'elle ne pense pas comme tout le monde, qu'elle a sa manière de voir les choses, etc. Et qu'elle suit son propre chemin, qu'elle ne suit pas la foule, hein. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'intro-thème, hein, quand je l'ai décrite brièvement, mais elle n'aime pas être comme un mouton. N'oubliez pas ça, très important. Voilà. Donc, elle a pu vraiment se sentir rejetée et l'être complètement. Elle a peut-être même vécu du harcèlement scolaire, par exemple, puisqu'il y a cette notion, enfin, il y a le côté, il y a l'adolescence qui fait partie de la maison 3, donc elle a pu aussi être un peu incomprise, rejetée par ses proches, hein, par ses frères et sœurs. Bon, là, la maison est vide, non, elle n'est pas vide, la maison, mais pour moi, il y a un éloignement, en fait, avec sa fratrie, vous voyez? Parce qu'il y a Pluton en rétrogradation. Donc pour moi, il y a une certaine distance qui est faite avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs, voilà, avec les autres en général. En plus de ça, la maison 3 est sous le signe du Scorpion. Le Scorpion, sa planète maîtresse, c'est justement Pluton. Et il y a Pluton dans la maison 3 en rétrogradation en plus de ça, vous voyez? Donc là, dans ce milieu-là, voilà, avec l'environnement, etc., elle va vivre vraiment des choses très très profondes, très intenses, vraiment. C'est là où en fait elle va devoir détruire des choses pour mieux reconstruire par la suite, vous voyez? Elle aura besoin de lever le voile sur certaines choses, elle aura besoin de, comment dire, de transmuter certaines choses. Et ça va passer par la communication, ça va passer par tout ce qui l'entoure, vous voyez? Donc tout ce qui l'entoure, c'est vraiment les proches, frères et sœurs, la manière d'interagir avec les autres, enfin c'est tout ça quoi. Vraiment, c'est tout ça. Et aussi par rapport à sa manière de communiquer avec les autres en général, c'est fluide, hein, on la comprend tout de suite, comme je vous le disais en début d'intro-thème, etc., enfin dans la description. Mais aussi, elle peut être très 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 piquante et blessante quand elle émet certains propos. Voilà, ça va dépendre des situations, de ce qui se passera avec les personnes concernées. Mais en tout cas, elle peut être vraiment très piquante, hein, au niveau de la communication. Donc voilà. Aussi, de manière globale, sa communication est très fluide, hein. Elle n'a pas de difficulté non plus à dire ce qu'elle pense et à s'exprimer. Voilà. Elle a, comment dire, elle a une manière de parler qui sait convaincre les autres, tout ça, vous voyez. Donc, elle sait comment communiquer, hein. Elle sait parfaitement bien comment... Pardon. Elle sait parfaitement bien comment communiquer. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Et de toute façon, elle va toujours droit au but, hein. Elle va tout de suite à l'essentiel, hein. Elle ne passe pas par 4 chemins. Ça va directement tout droit. Il n'y a pas de tournant en rond. Non, 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 non. Voilà. Donc, Julie, au niveau de la communication, c'est très clair. Voilà. Donc, maintenant, après, il faut qu'elle fasse attention aussi à sa manière parfois d'exprimer certaines choses qui peuvent vite blesser là où les personnes qui se tiennent face à elle.
Par rapport aux études, on peut dire que peut-être qu'elle a fait des études en chirurgie, tout ce qui va être analytique. Voilà, donc peut-être la psychanalyse ou des choses comme ça, en tout cas, puisque, comment dire, elle a ce côté très méthodique, très organisé, tout ça. Donc, elle a peut-être pu faire des études en lien avec ces aspects-là, vous voyez, de sa personnalité, de qui elle est, et ainsi de suite. Donc, voilà. Peut-être qu'elle est aussi, comme c'est une personne qui est méthodique, qui est analytique, etc. Tout ce qui va être le fait de décortiquer les choses, donc je pense, aller, on va dire, détective privé, vous voyez, ce genre de choses, ça a peut-être pu l'attirer à l'adolescence, et peut-être qu'elle en a fait des études, mais en tout cas, il y a des études qui ont été faites ou qui seront faites par rapport à ça, à tout ce qui est analyse, tout ce qui est le fait de percer les mystères, les secrets et tout ça. Dans des études de recherche, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc ce sont des exemples bien sûr, mais voilà. Maintenant, je vais faire la maison 4. Maintenant, la maison 4, comme je vous l'ai dit, c'est le domaine privé, et la maison 4 est sous le signe du Sagittaire. Donc ça représente le jardin secret, le soin intérieur, le monde intérieur, le foyer, l'intimité, tout ce qui est fondement, racines, hérédité, les parents, la famille, la vie privée, les liens transgénérationnels, ce qui est caché, refoulé, et je l'associe au chakra racine. D'ailleurs, la maison 4, c'est le fond du ciel, et le fond du ciel correspond au vécu, au passé, au trauma, etc. Donc là, dans un premier temps, par rapport à la maison 4 en Sagittaire, ce qui est refoulé, caché, c'est l'émotion de la colère. Donc on peut dire que Julie, elle traîne depuis très très longtemps cette émotion de colère qu'elle a probablement refoulée, cachée, voilà, surtout si elle a vraiment vécu en plus de ça du rejet, du harcèlement scolaire par exemple, hein, comme je vous l'ai dit dans la maison 3. Donc il y a ça qui est refoulé, qui est caché chez Julie. Maintenant, on peut dire aussi qu'elle a peut-être hérité en lien transgénérationnel de cette émotion de colère. Vous voyez? Juste, je regarde. Hop, alors oui, il y a plein d'aspects là avec Mars. Tac, tac, tac. Alors, je regarde vite fait, hein. Alors vous voyez pas parce que c'est qu'une photo, mais moi je suis devant mon PC, devant le logiciel, pendant que je vous parle. Donc en fait, il y a des liens transgénérationnels qu'elle a hérités au niveau du domaine personnel, donc la maison 1, et des liens transgénérationnels qu'elle a hérités dans la maison 7, qui est le domaine amoureux et relations de cœur en général. Donc il y a des aspects de tension. Voilà, ce sont les traits rouges. Voilà. Du coup, elle a beaucoup, beaucoup à faire, en fait, comment dire, comme travail sur elle, notamment avec les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné que Mars rejoint la maison 1 et la maison 7, et que dans la maison 1, il y a le nœud sud. Le nœud sud, c'est tout ce qui est karmique, etc. C'est les choses avec les bagages que l'on porte, hein, avec lesquels nous sommes nés. Et du coup, en fait, il y a ça qu'elle a ramené de ses propres vies passées, mais de ce qu'elle a hérité dans son karma familial. Donc il y a vraiment un problème avec les hommes. Voilà. Il y a beaucoup de tensions. Je pense que dans ces relations amoureuses, ça ne va jamais. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de violence. Vraiment, elle est limite en train de lutter pour obtenir une relation plutôt stable. Donc ça, c'est mon interprétation. Je dis ça parce qu'on les voit venir, les astrologues condescendantes. Où j'en étais? Oui, je me suis perdue du coup. Mais en tout cas, elle se traîne aussi une blessure d'humiliation. Voilà, donc ça correspond à la maison 2 où je vous disais que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et que Vénus, la blessure d'âme, c'est l'injustice. Donc pour moi, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation sont parfaitement
cohérente en fait. Parce que quand tu vis des blessures d'injustice, par exemple, en tant que femme, forcément, il y a dû avoir de l'humiliation et des choses comme ça, en tout genre. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, mais pour moi, ce qu'elle traîne aussi comme lien transgénérationnel, c'est que dans sa lignée familiale, il y a eu des agressions charnelles. Je ne vais pas dire le mot, mais je vais vous l'écrire. Donc regardez la vidéo, je vais vous l'écrire. Donc voilà, il se peut même qu'elle ait vécu des agressions de ce type-là. C'est même possible. Voilà. Où en étais-je? Donc toujours la maison 4, hein, bien sûr. Donc là, en fait, elle a grandi dans un milieu aussi, pendant l'enfance, avec ses parents et des personnes de la famille, où c'était un climat très tendu, très conflictuel, très, très violent, en fait, pour moi. Parce qu'il y a Mars quand même. Mars, c'est pas rien, hein, c'est le combat et tout, machin. Et il y a Uranus aussi. Et du coup, comme il y a Uranus également, d'ailleurs il y a une conjonction, j'ai essayé de vous mettre la flèche, mais il y a une conjonction Uranus avec Saturne, mais étant donné qu'il y a Uranus dans la maison 4, on peut dire que Julie a grandi quand même dans quelque chose de très, très négatif. Voilà, ça l'a vraiment bouleversée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se sent révoltée, qu'elle traîne en elle cette émotion de colère, tout ça, tout ça. En tout cas, pour le domaine privé, elle a connu quand même beaucoup, beaucoup de bouleversements. Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne hein, qui mange ses croquettes. Elle a un petit creux. Donc voilà. En tout cas, il y a eu un impact très, très lourd. Très, très, très lourd. Au niveau familial, que ce soit lien transgénérationnel, au niveau privé de la famille, etc. Très, très conflictuel. Très lourd. Et pendant l'enfance, même l'adolescence, elle a pu se rebeller d'ailleurs, je pense. Bon, il n'y a pas spécialement de lien là qui relie la maison 3, parce que la maison 3, c'est le côté adolescent, mais pour moi, je pense que si quand même. Au vu de son caractère, c'est ce qui l'a forgée, c'est ce qui fait qu'elle est qui elle est actuellement. Et pour moi aussi, je pense que très vite, elle s'est émancipée. Très vite, elle est devenue adulte. Donc voilà. Et ça, je pense qu'il y a des choses qui se répètent dans la lignée familiale par rapport à tout ce que je vous ai dit. Parce que pour moi, c'est très très fort. D'autant plus que Mars-Uranus est en opposition avec Chiron. Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque et c'est toutes les blessures, machin, etc. On y reviendra de toute façon. Mais en plus, Chiron qui est en rétrograde, d'ailleurs. C'est dans la maison 10, mais comme il y a un aspect d'opposition qui rejoint la maison 4, voilà. Aussi, je pense qu'elle s'est fait un peu rejeter sur le fait qu'elle n'ait pas voulu peut-être reprendre une entreprise familiale. Parce que comme il y a un aspect d'opposition avec la maison 10, et la maison 10, c'est le domaine professionnel, c'est la carrière, la mission de vie, la mission d'âme. Je pense qu'en fait, dans sa famille, il y avait cette tradition de faire plus ou moins, par exemple, les mêmes métiers, les mêmes choses, perpétuer en fait les mêmes traditions, etc. En tout point, tout domaine. Sauf que Julie, comme c'est une personne qui n'aime pas suivre la foule, qui ne veut pas être comme un mouton et qui veut faire les choses selon elle, selon ses propres règles, etc., eh bien, elle a dû vivre quand même, on va dire, l'enfer, parce que du coup, elle est allée dans une direction totalement différente de ce que la famille fait habituellement. D'ailleurs, comme il y a Uranus conjoint à Saturne, on peut dire que Julie fait preuve d'originalité, de méthode, de ténacité, le fait que ce soit une personne très rigoureuse, très organisée, enfin plein de choses comme ça. Mais du coup, sa famille a pu lui coller l'étiquette qu'elle soit excentrique en fait. Donc voilà, ensuite, étant donné que la maison 4 est en Sagittaire, le Sagittaire, c'est un signe très aventureux, très explorateur, voilà, qui aime en fait partir à l'aventure, tout ça. Donc je pense que depuis l'enfance, Julie était une personne qui était, on va dire, vagabonde. Je vais le dire comme ça. Ouais.
Julie peut-être a pu faire entre guillemets des petites fugues. Vous savez, parfois les enfants, ils se faufilent, hop, ils se barrent de la maison. Vous voyez, bah, je pense que Julie a été un peu dans, 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 dans des fugues très, comment dire, très minimes, hein. C'est vraiment, voilà, elle est dans son monde, hein, tout simplement. Elle est curieuse, elle a envie d'explorer, elle a envie de découvrir le monde, ce qui est à sa portée, demain, tout ça, enfin voilà quoi. Et donc, par rapport au domaine privé et le fait que la maison 4 soit sous le signe du Sagittaire, eh bien, ça fait que Julie a soif de liberté, a soif d'aventure, a soif de découvrir les merveilles du monde, etc. D'ailleurs, ce que je capte en fait dans le thème astral fictif de Julie, c'est que les liens transgénérationnels aussi qu'elle porte en elle, c'est le fait que sa famille, en tout cas de génération en génération, il y a eu sous différentes formes cette notion de déracinement. Pourquoi je dis ça? Parce que le Sagittaire, c'est un signe qui aime voyager, qui aime bouger, etc. Et du coup, pour moi, il y a eu quelque chose à ce niveau-là dans la famille, voilà, que ce soit ses grands-parents ou autres, peu importe, ont été, certains membres de sa famille ont été déracinés de là où ils étaient, de leur pays, de leur maison, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de déracinement. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit dans la maison 2 avec le signe de la balance, comme c'est une maison vide et que c'est du 50-50, on pourrait dire aussi que Julie, du coup, elle est amenée dans sa vie à déménager plusieurs fois. Donc avoir du mal à se poser, à s'ancrer. Et pourtant, elle a besoin de stabilité. Donc ça peut être le cas dans le passé. Donc si actuellement, elle a réussi à se stabiliser, à être ancrée au même endroit depuis plusieurs années, c'est tant mieux. Mais si jamais ce n'est pas le cas, du coup, elle va devoir aussi travailler là-dessus. Bref, elle va expérimenter des choses à ce niveau-là jusqu'à ce qu'elle s'ancre dans un endroit, etc. Donc là, ça rejoint vraiment la maison 4. Voilà, par rapport au lien transgénérationnel dont je parlais, du fait que dans sa famille, que ce soit les grands-parents ou autres, il y a eu des personnes de sa lignée familiale qui ont dû en fait déserter leur lieu d'habitation, leur pays, etc. Donc je pense que c'est du côté paternel là, parce que Mars, c'est masculin, voilà. D'ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à sa lignée familiale, du fait que le signe du Sagittaire soit un grand voyageur, etc., on pourrait dire que justement, elle a peut-être des racines, des origines des personnes du voyage, vous voyez. Donc elle a peut-être des origines gitanes, etc., vous voyez. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la maison 4, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à dire, mais là sinon ça va durer vraiment trop longtemps ce podcast, et en plus c'est fictif, donc bon, ça, voilà, je veux bien vous montrer les choses, vous montrer à quel point on peut savoir beaucoup de choses, mais là voilà, je vais m'arrêter là pour la maison 4. Après, au niveau monde intérieur, etc., bon, comme il y a une énergie très masculine, oula, j'ai perdu ma voix, donc j'ai mis pause. Donc je disais, dans la maison 4, par rapport à son monde intérieur, etc., comme il y a Mars, et que Mars, c'est une énergie masculine, du coup, on sait que, entre guillemets, une bonne majorité d'hommes ont tendance justement à refouler leurs émotions, à ne pas les exprimer. Il y a des exceptions, bien évidemment, hein, voilà. Et du coup, ça rejoint son caractère, la façon d'être, par rapport aux émotions et au fait qu'elle ne les montre pas. Vous voyez? Donc voilà. Allez, maintenant, la maison 5. Donc la maison 5 étant Capricorne. C'est le domaine sacré. C'est comme ça que j'ai nommé cette maison. Donc ça implique les enfants, la procréation, le plaisir, la sexualité, la créativité, les projets personnels, les loisirs, les passions, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, envie, besoin, le dévouement, le féminin sacré, etc. Et je l'associe du coup au chakra sacré. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette maison-là. Déjà, il y a Saturne. Donc Saturne, on voit que Julie a beaucoup de responsabilités dans les projets qu'elle veut mettre en place, par exemple. Au niveau de ses émotions, bon bah là, il y a Neptune. Hein, donc Neptune, c'est vraiment
tout ce qui est monde émotionnel, tout ce qui est aussi capacité extrasensorielle, etc. Donc là, très clairement, Julie est une personne hyper sensible, très empathique, donc ça, je vous l'avais déjà dit avant. Mais du coup, c'est confirmé dans la maison 5, vu qu'il y a Neptune dans, comment dire, dans la maison 5. D'ailleurs, Neptune, il y a un petit carré avec Vénus qui se trouve dans la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement. Et du coup, en fait, tant que Julie ne fera pas les changements qu'il faut au niveau émotionnel, c'est-à-dire tant qu'elle continuera à refouler ses émotions, etc., eh bien, il y aura un impact négatif, en fait, aussi dans ses projets, dans ses besoins, dans ses envies, et ainsi de suite. Parce que les émotions, ce sont toutes des messagères. Vous voyez, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont toutes messagères. Et chacune d'elles apporte un message en particulier et différent. Vous voyez, donc si c'est de la colère, par exemple, donc on l'a vu dans la maison 4 que Julie a une colère refoulée. Donc plus elle va refouler la colère, plus elle va attirer, parce que Neptune a aussi la loi de l'attraction, etc., plus elle va attirer en fait des situations qui vont la mettre en colère et qui vont lui faire vivre cette blessure d'injustice qu'on a vu aussi dans la maison 2, vous voyez. Donc voilà, pour donner un exemple. Donc du coup, plus elle va refouler ses émotions et du coup ne pas écouter ses besoins émotionnels, plus elle va vivre des choses plutôt difficiles, parce que il y a l'astéroïde Pallas. Pallas, c'est vraiment l'astéroïde d'entêtement, de résistance, de conflit, de lutte, etc. Je crois que je vous l'ai déjà dit, lutte, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, ça va créer justement des difficultés diverses et variées, par exemple dans ses projets, par exemple pour combler ses besoins, et ainsi de suite. Voilà. En plus, il y a la lune dans la maison 5, donc là, très clairement, il y a quelque chose en lien avec avec les émotions, encore une fois, puisque la lune, c'est lié aux émotions, c'est aussi lié à l'inconscience, c'est lié à la fin d'un cycle, à la guérison. Donc en fait, si elle ne met pas les changements en place, parce qu'avec le carré qu'il y a avec Neptune et Vénus qui se trouve dans la maison 8, si elle ne fait pas les changements nécessaires pour exprimer ses besoins, exprimer ses émotions et ainsi de suite, le truc c'est qu'elle sera toujours dans un conflit intérieur, un conflit émotionnel. Vous voyez, et ça va se répercuter dans ses projets et plein de choses, dans ses envies, tout ça, tout ça. Donc je regarde s'il n'y a pas des aspects qui se rejoignent, etc. Donc attendez. Ouais, donc du coup, elle aura de la difficulté à réussir certaines choses dans ses projets, par exemple. Voilà, si elle sacrifie tout le temps ses émotions, donc en les refoulant, malheureusement, il y aura tout le temps des obstacles. Il y aura tout le temps des choses qui n'iront pas, en fait, dans ce qu'elle veut créer, dans ce qu'elle veut mettre en place et tout ça. Voilà, voilà. D'ailleurs, ce que je relève aussi dans la maison 5 avec Pallas, puisque la maison 5, c'est aussi la procréation, on peut dire qu'avec Pallas, il y a en fait une difficulté à peut-être procréer. Donc, si pour le moment, elle ne veut pas d'enfant, plus tard, si elle en veut, en fait, elle aura des difficultés à concevoir. Donc voilà, par rapport à ça, aussi comme il y a Saturne dans la maison 5, on peut dire que du coup, là où elle va avoir aussi pas mal de leçons de vie, de choses karmiques, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau de ses projets, de ses besoins, de ses envies, voilà, de plein de choses comme ça. Je cherchais le mot, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Mais du coup aussi, là, si jamais elle a des enfants, donc si c'est pas une difficulté à concevoir, si jamais elle a des enfants, le truc c'est qu'elle aura des conflits avec eux. Elle aura des conflits avec eux parce que du coup, il y a cette peur qui est dans l'inconscient, pour moi c'est dans l'inconscient, mais il y a cette peur de l'abandon qui fait qu'elle va adopter des comportements qui ne seront pas très sains. Voilà. Disons que ça va amplifier un certain excès qu'elle peut avoir dans le sens où elle donne trop, en fait. Donc si elle donne trop, qu'elle contrôle, voilà, on n'oublie pas le besoin de contrôler, ben, du coup, elle serait amenée, en fait, à vouloir contrôler énormément ses enfants. J'espère que je me suis bien exprimée, excusez-moi.
parce que du coup, je fais des enregistrements en plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, je suis coupée et tout, donc voilà, je perds un petit peu le fil, etc. Donc, je suis vraiment, vraiment désolée. Mais voilà, avec son besoin de contrôler les choses, du coup, ce qui peut l'amener à avoir des conflits avec ses enfants, c'est justement à cause de ça. Qu'elle soit tout le temps derrière leur dos, à toujours vouloir les contrôler, à diriger leur vie, etc. Vous voyez? Voilà, pour vous donner un exemple. Après, n'oubliez pas, c'est un personnage fictif. Donc voilà. Où en étais-je? Où en étais-je? Donc il y a la lune également. La lune, c'est en lien avec la mer. Ah bah ça y est, j'ai perdu ma feuille. Où est-elle? Ah, elle est là. Donc la lune, c'est en lien avec les émotions aussi, avec la mer, avec l'inconscient. Et du coup, en fait, tant qu'elle fera les choses à contresens, le truc, c'est qu'elle aura du mal à guérir des choses émotionnelles. Elle aura du mal à mettre fin à un cycle. Donc voilà, elle a vraiment besoin de travailler là-dessus et d'arrêter aussi de se sacrifier, de trop donner aux autres en s'oubliant. Parce que quelque part aussi, quand on refoule ses émotions, qu'on n'ose pas les, les montrer et tout, c'est parce qu'aussi peut-être dans l'enfance, elle a dû justement, on l'a vu de toute façon dans la maison 4, qu'elle a grandi dans un environnement très conflictuel, etc. Donc je pense que du coup les émotions n'étaient pas spécialement les bienvenues. Donc voilà, ça joue aussi. Par rapport, encore une fois, à ces émotions, hein, comme la maison 5 est sous le signe du Capricorne, voilà, vraiment là, ça confirme à 100% que Julie ne se livre pas émotionnellement. Et même si elle a confiance en certaines personnes, c'est pas toujours évident pour elle, en fait, de se livrer émotionnellement, de montrer ses émotions, de se montrer vulnérable, vous voyez? Julie, par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place, elle est très, très exigeante. Elle est même très dure envers elle-même. Donc voilà. Par rapport aux enfants, je reviens là-dessus, c'est que ce serait une mère très exigeante, mais très responsable et sérieuse quand même. Voilà. Je voulais souligner ce point, même si c'est fictif. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser encore une fois sur la maison 5 et sur les maisons parce que c'est fictif. Donc, bon, voilà. Mais ça vous donne en tout cas vraiment, je pense, un sacré aperçu de ce que vous pouvez en tirer en prenant connaissance de votre thème astral. Voilà. Maintenant, je vais passer à la maison 6. Alors, la maison 6 étant Verseau, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique donc les obligations, c'est aussi le travail, les blessures, la vie quotidienne, hein, les soucis du quotidien, voilà, la santé quotidienne, le bien-être et la manière de prendre soin de soi au quotidien, ça va être l'ambiance, les routines, les habitudes. Voilà. Donc il y a Mercure en rétrogradation, Cérès et le Soleil. Ah là 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 là. Alors, par où commencer? Allez, par Cérès. Je cherche juste... Oula, je ne sais plus parler. Cérès, donc, c'est là où, en fait, il peut y avoir des choses réjouissantes, comme décevantes. Donc, ça signifie que le domaine du quotidien, c'est quelque chose qui va la nourrir, l'alimenter, vous voyez? Donc, être dans son petit cocon, etc., son chez-soi, c'est important qu'elle y reste, voilà, un moment pour vraiment se ressourcer, recharger ses batteries, etc. Après, par rapport à Mercure en rétrogradation, donc du coup, il y a des notions karmiques, il y a des défis, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses, voilà, des difficultés. Je vais juste voir s'il n'y a pas... Ouais, bah voilà, il y a un carré avec la maison 4, donc forcément, avec tout ce qui est familial et tout ça, ça peut être tendu. Mais c'est surtout que dans ce quotidien, en fait, le mental, il est vraiment pas mal actif. Le mental ne s'arrête jamais, donc il y a une hyperactivité au niveau du mental, etc. Il y a de la nervosité, il peut y avoir même un peu d'anxiété, de stress, tout ça. Donc c'est pas toujours simple pour Julie dans son quotidien. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a pas que ça. Il y a aussi des périodes un peu dépressives qu'elle peut rencontrer. Voilà. Mais ça, c'est normal, puisqu'elle n'exprime pas ses émotions. Donc, au bout d'un moment, comme ça se cumule, bah, le corps, il essaye de lui faire comprendre, vous voyez, par tous les moyens possibles.
Et même aussi, s'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, ça va la stresser. Donc il y a ce côté, hypocondriaque, du coup, donc la moindre douleur, le moindre truc, que Julie va ressentir dans son corps, ça va la stresser, le mental il va s'agiter, la faire flipper en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Après au niveau de la santé quotidienne, il peut y avoir des douleurs, chroniques, au niveau des genoux, des articulations, des choses comme ça. Bien sûr, après il y a, comment dire? Il y a aussi au niveau, vous savez ah zut, de la nuque là, comment ça s'appelle? Tuc 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 tuc, trapèze je crois? Bon, des tensions à ce niveau-là, au niveau de la nuque, des épaules et tout ça. Peut y avoir aussi, des douleurs, comment dire? Des douleurs, ah bah, j'ai perdu le mot. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé des douleurs cardiaques, en fait, comme elle est Verseau, même si la maison 6 est en, Capricorne, je prends quand même en compte son signe solaire. Voilà. Et son signe ascendant. Donc il peut y avoir donc des palpitations cardiaques, donc avec des douleurs, hein, des douleurs au niveau des intestins, qui va de la diarrhée, constipation, maladie de Crohn, voilà ce genre de choses-là, des problèmes digestifs et aussi des problèmes de peau. Voilà, donc ça, après ça reste vraiment, comment dire? C'est pas, ah ça y est, j'arrive plus là. En gros, c'est à prendre avec des pincettes parce que bon, le thème astral ne fait pas de diagnostic, ça indique les possibilités, soucis de santé dans le quotidien, d'accord? Dans la maison 12 aussi, il y a la partie, santé, mais là, dans le quotidien, il peut y avoir ce type de, voilà, de soucis, au niveau de la santé. Donc avec, du stress, des angoisses, tout ça, machin. Voilà, donc j'ai fait le tour à ce niveau-là. Ensuite, avec le soleil, dans la maison 6, alors là, Julie a conscience de certaines choses, mais pas tout. Pas tout. C'est-à-dire que elle sait ce qui la freine, elle sait ce qui la bloque, elle sait quelque part les choses qui ont besoin d'être lâchées, elle le sait, mais c'est difficile pour elle parce qu'elle s'y accroche en fait. Voilà. Donc bon. D'ailleurs, il y a un aspect d'opposition, le soleil avec Lilith, donc très clairement, là, en fait, elle laisse pas mal son ego prendre le dessus. Donc, qui dit ego qui prend le dessus, forcément, le mental aussi. Voilà. Comme il y a Mercure rétrograde dans la maison 6. Bien sûr, encore une fois, je le redis, parce que les astrologues qui sont dans la condescendance, c'est vraiment, vraiment hyper casse-pied, pour être poli. Restez à votre place. Chacun interprète selon soi, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Personne ne détient la vérité absolue. Bref, parenthèse fermée. Oui, j'écoute mon intuition. Très important d'écouter son intuition. Donc je disais que avec cet aspect d'opposition, en fait, Julie, dans le quotidien, elle sait qu'elle a des choses voilà, à lâcher, etc. Mais elle fait le contraire. Elle s'y accroche encore. Parce que pourquoi? C'est encore une fois son besoin de contrôler les choses qui fait que elle continue d'agir ainsi. Bon, après, dans l'ensemble, elle a quand même confiance en elle par rapport au travail. Enfin voilà quoi, hein, pour prendre soin d'elle, bon bah ça, il y a aucun souci, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est encore une fois confirmé dans la maison 6 avec le soleil, puisque le soleil, c'est vraiment tout ce qui est quand même positif. Ce n'est pas que l'ego ou que sais-je encore, voilà. Mais bon, disons qu'elle a des routines. Ouais, ça dépend des jours en fait, hein. Ça dépend de ses moments, tout simplement. Mais la plupart du temps, elle a de bonnes routines où elle se ressource, elle prend du temps pour elle, elle prend soin d'elle, etc. Elle se chouchoute. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, c'est un peu contradictoire parce qu'elle se chouchoute physiquement, mais émotionnellement, c'est pas ça du tout. Vous voyez? Donc on pourrait dire quelque part que le fait de prendre beaucoup soin de son apparence, de sa peau, puisqu'on l'a vu qu'il peut y avoir des soucis au niveau de la peau, etc. Le fait qu'elle prenne beaucoup soin de son apparence, eh bien on peut dire que c'est un masque qu'elle porte pour faire style que tout va bien.
Alors que non, intérieurement, ça va pas parce que c'est le foutoir émotionnel. À l'intérieur, c'est vraiment le bazar, très clairement. C'est un peu, entre guillemets, une déchetterie émotionnelle. Voilà, parce que là, il y a un aspect d'opposition avec Lilith. Lilith, c'est la lune noire et c'est tout ce qui est expérience négative, tout ce qui est trauma, tout ce qui est vraiment pas top du tout, du tout. Mais on y reviendra parce qu'en plus, Lilith est dans la maison 12, donc c'est hyper... c'est costaud, vraiment très costaud. Enfin bref, donc je vais m'arrêter là pour la maison 6. Et maintenant, je vais enchaîner avec la maison 7. Finalement, je continue un petit peu la maison 6 parce que je voulais quand même ajouter quelque chose, c'est que le soleil, il est en exil et ça veut dire que dans le quotidien, Julie est quand même très fatiguée, très stressée. Voilà, elle a un rythme de vie vraiment qui est trop dans le speed, tout simplement, la rapidité, etc. D'où l'importance qu'elle ait besoin voilà, de rester chez elle pour se ressourcer, reprendre des forces, recharger ses batteries, etc. Aussi, elle a tendance quand même parfois à aller à contre-courant, d'accord? Parce que ben, elle peut se sentir un peu oppressée par les événements qui peuvent se produire dans le quotidien par rapport à des soucis, par exemple, même si on l'a vu que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu ou qui échouent ou peu importe, euh, ça l'empêchera pas en fait de persévérer pour régler la situation, par exemple. Voilà. En tout cas, elle a besoin un peu de sortir de sa zone de confort sur certaines choses, mais ça, c'est un travail du quotidien qu'elle devra faire dans tous les cas. Donc voilà ce que je peux ajouter de plus. Maintenant, alors, la maison 7, c'est... alors déjà, je reprends ma feuille. Où est-ce que je l'ai mise? Ici, ok, hop. Oui, j'ai plein de notes, sinon moi j'oublie. Vraiment. Donc la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi les relations de cœur, donc ça implique tout ce qui va être contrat d'âme, les relations amoureuses, le mariage, voilà, les motifs de dispute, de rupture, ce qui tient à cœur, hein. Et cette maison d'ailleurs, c'est le miroir de la maison 1. Voilà. Et c'est en lien avec le descendant, le signe descendant. Donc la maison 7 étant, hop, poisson, voilà. Et il y a le nœud, comment ça s'appelle? Le nœud nord. Donc, le nœud nord, c'est le nœud lunaire principal. Et en fait, ça représente tout ce qui est défi, challenge. Vous voyez? Donc, de ce côté-là, c'est vraiment où elle va expérimenter beaucoup de choses en termes de défis, en termes d'obstacles, dans sa vie amoureuse principalement. Et en fait, là, le nœud nord, il y a un aspect négatif avec Chiron et Mars qui se trouve dans la maison 4 et Chiron dans la maison 10. Donc là, ça fait écho au lien transgénérationnel, très clairement. Pourquoi? Parce que ben, la maison 4, c'est tout ce qui est vécu, trauma, etc., mais le transgénérationnel aussi. Donc en fait, là, son défi, ça va être justement de dépasser tous ces schémas répétitifs qu'il y a de génération en génération dans le domaine amoureux, d'accord? De guérir certaines blessures affectives, puisque Chiron, c'est vraiment le grand guérisseur du zodiaque, pointe du doigt, en fait, the blessure. Et là, la blessure qui ressort, c'est surtout pardon, la blessure au niveau communication. Au niveau communication. Donc, on peut dire que la communication dans sa vie amoureuse, c'est vraiment quelque chose de plutôt catastrophique. Voilà. Peut-être que Julie tombe sur des partenaires, justement, qui ne savent pas communiquer. Mais encore une fois, il y a un effet miroir parce que elle-même ne communique pas ses émotions. Donc du coup, elle va attirer des partenaires qui ne vont pas communiquer aussi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Vous voyez ou pas? Donc du coup, c'est assez compliqué pour Julie, hein. Et j'ajouterais également qu'elle attire des partenaires qui sont quand même très violents, qui ont une grande agressivité, que ce soit verbale ou physique, même les deux, puisque le nœud nord rejoint en aspect de tension Mars qui se trouve dans la maison 4. Donc pour moi, en fait, elle attire plus ou moins le même profil que son père. Ouais, que son père. Ou sa mère, parce que bon, Mars, ça représente pas spécialement le père, vraiment, puisque c'est surtout le soleil qui représente le père, mais
Mars, ça, voilà, c'est au niveau masculin, donc on pourrait dire que c'est le père. Mais si ça se trouve, c'est en lien avec sa mère qui a une énergie masculine. Voilà, tout à l'heure, je m'étais un peu mal exprimée par rapport à ça, hein. Donc du coup, je le dis maintenant. Bon, en tout cas, que ce soit sa mère ou son père, elle attire des partenaires qui sont qui sont violents, verbalement, physiquement. Enfin voilà, on peut dire que Julie, peut-être qu'elle a même vécu de la violence conjugale, vous voyez? Donc voilà. Et du coup, c'est ça qui va être très difficile pour elle, en termes de défis, de challenge et tout, à surmonter parce que, ben, les choses vont se répéter assez fortement, assez intensément. Et du coup, ça fait ça fait un peu partie de sa mission de l'âme, voilà. Parce que le nœud nord, c'est en lien aussi avec la mission de l'âme, hein, je précise, voilà. Et malgré, toutes ces choses catastrophiques au niveau amoureux, c'est ce qui va l'aider, en fait, à grandir. Très clairement, c'est ce qui va l'aider à grandir. Elle va comprendre que plus elle donne trop, plus il y a du profit et plus elle reçoit pas en retour, en fait. Donc elle va avoir besoin de trouver l'équilibre entre le donner, le recevoir, vous voyez? Parce qu'en plus, elle est sous le signe du poisson, dans la maison 7, donc il y a une forte sensibilité, il y a une forte empathie et même si elle sait que, par exemple, ses partenaires sont toxiques, destructeurs envers elle etc., par empathie, elle va ressentir quelque part leur souffrance et c'est ce qui va, quelque part, la maintenir dans cette relation. Vous voyez? Donc, ça me fait penser, comment que ça s'appelle là? Bourreau, victime, attendez, bourreau, victime, sauveur. Voilà, il y a un nom exprès, mais j'ai complètement oublié, c'est un triangle là, je sais plus c'est quoi le nom exact. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, donc en fait, à tour de rôle, un coup elle va être dans la phase victime, un coup elle va être dans la phase de la sauveuse, un coup elle va être un petit peu dans la phase du bourreau, parce que bon, elle a aussi son caractère et tout, donc bon, voilà. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, hein, ça se répète, et du coup, elle va vivre beaucoup de relations, d'expériences dans le domaine amoureux et même dans ses relations de cœur. Parce qu'attention, il n'y a pas que la vie amoureuse, il y a aussi les relations de cœur. Elle peut attirer des personnes qui profitent d'elle, qui la manipulent, qui, voilà, qui jouent avec sa sensibilité, son empathie. Donc il peut y avoir cette notion de pervers narcissique. Voilà, de manipulateur ou quelque chose comme ça, ou même si c'est des personnes féminines pour les relations de cœur, donc amicales ou autres, elle peut attirer des personnes manipulatrices, en tout cas. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, excusez-moi, je commence vraiment à fatiguer, pourtant je fais des pauses, vu qu'à chaque fois je suis coupée, mais bon, voilà, quand on est fatigué, on est fatigué. Enfin bref, ce que je pourrais dire d'autre aussi, c'est que elle dépend, en fait, elle a une dépendance affective. Ouais, elle a clairement une dépendance affective parce que en fait, a toujours donné trop de sa personne, corps et âme. En fait, à se donner corps et âme, le truc c'est que elle n'a rien en retour, ou très peu en retour. Donc elle, quand elle entretient une relation amoureuse ou une relation de cœur, que ce soit amicale ou autre, il n'y a pas, il y a pas cette notion d'égalité. Et du coup, elle va le vivre comme une injustice. N'oubliez pas sa blessure d'injustice, vous voyez? Donc voilà. Après, il y a aussi d'autres blessures qui entrent en cause, hein, mais du coup, le fait qu'elle mette les gens qu'elle aime sur un piédestal ne l'aide pas, parce que ça lui crée beaucoup d'illusions. Parce que le poisson, la planète maîtresse du poisson, c'est justement Neptune. Et du coup, en fait, Julie peut avoir pas mal d'illusions sur les personnes qu'elle aime, et c'est pour ça qu'elle se fait aussi avoir, vous voyez? Parce que les gens, quand ils la rencontrent, ils perçoivent ses failles, même si elle ne montre pas ses émotions, sa vulnérabilité, pardon, les gens perçoivent ses failles, vous voyez? Donc du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, au final. Ceci dit, Julie a besoin d'un partenaire qui est très ouvert d'esprit, en tout point, en tout domaine. Elle a besoin d'un partenaire qui soit compréhensif, à l'écoute, attentionné, aux petits soins, tout simplement. Elle a besoin d'une personne où elle va se sentir émotionnellement en sécurité. Elle a besoin d'un partenaire comme ça.
Donc, comme il y a de la dépendance affective, du coup, il y a un lien avec la blessure d'âme d'abandon, qu'on a vu justement dans la maison 5. Mais comme cette blessure d'abandon et cette dépendance affective est dans l'inconscient de Julie, donc pour elle, Julie, elle a besoin de personne, elle est indépendante et tout, mais elle ne se rend pas compte en fait qu'elle est dépendante émotionnellement, affectivement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je vérifie si je n'oublie pas certaines choses. Bon, c'est fictif, hein, n'oubliez pas. Voilà, mais en tout cas, elle va travailler beaucoup de choses à ce niveau-là, libérer les blessures, tout ça, tout ça. Donc ce ne sera pas simple pour elle, mais elle réussira. Elle réussira si elle arrête aussi de trop se donner, de trop mettre les gens qu'elle aime sur un piédestal, voilà, à se faire des illusions. Voilà, si elle fait des changements, voilà, si elle fait les changements nécessaires, elle attirera une relation saine, stable et durable. Voilà, et elle arrêtera d'attirer aussi des gens manipulateurs qui profiteront d'elle, de sa bonté, de sa générosité, de son empathie et de son bon cœur, tout simplement. Et pour terminer, la maison 7, du coup, Julie, globalement, dans ses relations amoureuses, ses relations de cœur, c'est une personne qui est quand même très à l'écoute, très attentive, qui est très compréhensive. Donc vous l'aurez compris, de par son empathie, son hypersensibilité. Voilà. Maintenant, la maison 8. Alors la maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique la transformation, tout ce qui va être crise, tout ce qui va être métamorphose, cette notion de détruire pour mieux reconstruire, tout ce qui va être nécessaire pour son évolution. Ça représente aussi les schémas répétitifs, tout ce qui va être dette karmique. C'est aussi le fait d'accepter de perdre quelque chose. Voilà, ça va représenter quelque part le deuil symbolique ou le deuil au sens propre. Donc sa maison 8 est en bélier, il y a Jupiter, Vénus et Junon. Donc là très clairement, ce qui est très flagrant encore une fois, c'est qu'avec Junon en bélier, on parle clairement de violence conjugale. Voilà. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, en fait, dans sa vie amoureuse, parce que Junon voilà, concerne le mariage, tout ce qui est engagement amoureux, etc., mais pas seulement. Du coup, on peut dire que Julie, elle répète les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'elle rencontre des partenaires tout le temps infidèles et elle a pu connaître justement des partenaires qui ont été violents avec elle. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de jalousie, d'accord? Donc voilà. Disons que Julie n'a pas connu de relations fusionnelles, de relations saines, etc. Au contraire, malheureusement, elle a souvent connu des relations toxiques, très destructrices. Après, elle a Vénus dans la maison 8, donc du coup, elle va avoir besoin de métamorphoser beaucoup de choses dans sa vie de manière générale, c'est-à-dire elle a besoin de se valoriser émotionnellement. J'insiste. Ça, c'est la problématique qu'on a vue plusieurs fois dans son thème. Et du coup, plus elle valorisera ses émotions en s'autorisant à les ressentir pleinement, mieux ça ira dans sa vie émotionnelle. Mais comme il y a Vénus dans la maison 8, du coup aussi, les choses qu'elle va devoir travailler et détruire pour mieux reconstruire, enfin voilà, libérer tout ce qui va être dette karmique, etc. C'est vraiment au niveau du féminin, donc les blessures du féminin, c'est au niveau amoureux, parce qu'il y a Junon et Vénus, donc là ça appuie bien là-dessus. D'ailleurs, il y a une conjonction Vénus-Junon, donc ça veut dire que une fois qu'elle aura transcendé tout ça, métamorphosé tout ça, etc., elle pourra obtenir une relation vraiment saine et durable, d'accord? Une relation fusionnelle, une relation de qualité, vraiment une relation de qualité, j'insiste. Mais avant d'obtenir cette relation de qualité, cette relation saine, elle va devoir apprendre à prendre sa place au sein de la relation, c'est-à-dire à s'affirmer, à se faire respecter et surtout
à arrêter de trop donner. Voilà. Ensuite, comme il y a Jupiter, donc de manière globale par rapport aux changements, etc., les changements vont lui permettre vraiment de progresser. Jupiter, c'est l'expansion de soi, d'accord? Voilà. Donc, de manière générale, les choses qu'elle va devoir affronter pour métamorphoser plein d'aspects dans sa vie, ça se fera dans le succès, dans la réussite. Mais ce ne sera pas facile parce que Jupiter aussi amplifie les aspects négatifs de sa vie. Voilà. Par rapport au fait que la maison 8 soit en bélier, du coup aussi ce qu'elle va devoir lâcher, c'est cette... comment dire? C'est le fait qu'elle soit tout le temps en mouvement, qu'elle bouge beaucoup trop. Elle a besoin d'apprendre à vraiment à se poser et à plus se ressourcer. Voilà. Aussi, par rapport à Jupiter, je reviens là-dessus, c'est que par rapport à sa vie amoureuse, le problème, c'est que elle a ce côté naïf. Et du coup, il faut qu'elle apprenne, comment dire, faut qu'elle apprenne en fait à ne pas boire les paroles. Vous voyez? Parce que sinon, entre guillemets, elle se noiera. Même si le domaine amoureux, donc la maison 7 est en poisson, les poissons savent nager, voilà, leur élément c'est l'eau, mais si jamais elle continue à être naïve, à trop donner, à mettre les personnes qu'elle aime sur un piédestal, à se faire des illusions, etc., le truc c'est que vraiment, elle se noiera, au sens figuré bien sûr, hein, je précise. Et étant donné que le bélier est dans la maison 8, du coup la planète maîtresse du bélier c'est Mars. Donc plus elle sera dans la lutte, la résistance par rapport à ces changements, le truc c'est qu'elle continuera forcément, logiquement, de répéter les mêmes schémas. Voilà. La maison 8 c'est aussi la sexualité. Du coup au niveau de la sexualité, bon, comme c'est le bélier et tout, donc on voit qu'elle a une bonne libido, qu'elle a, voilà, elle a quelques aventures à ce niveau-là. Si c'est pas le cas, ça viendra, parce que n'oubliez pas, le thème astral concerne le passé, le présent, le futur. Voilà, voilou. Ce qui est drôle, c'est que Mars, c'est l'opposé de Vénus, mais elle a Vénus dans la maison 8, vous voyez? Donc, quand elle trouvera un équilibre entre les deux, elle pourra vivre voilà, des relations harmonieuses. Elle pourra pleinement se transformer, pleinement se métamorphoser. D'accord? Là, il y a cette notion de blessure, d'humiliation et blessure d'injustice. Donc là aussi, il va y avoir des choses à travailler. Donc ça, on l'avait vu également. Et toutes ces choses qu'elle a besoin de travailler, en fait, là, elle a vraiment besoin de mettre toute son énergie dans les changements, de détruire pour mieux reconstruire. Vous voyez? Elle a besoin de passer à l'action, d'arrêter de lutter contre les changements. Vous voyez? On pourrait dire quelque part, elle craint un peu le changement sur certains aspects de sa vie. Vous voyez? C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Donc voilà pour la maison 8. Maintenant la maison 9. La maison 9 est en taureau et elle est vide. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire. Donc, avant de vous interpréter la maison, le domaine spirituel implique du coup tout ce qui est spiritualité, apprentissage spirituel, voilà, tout ce qui est conscience, âme énergétique, guide, les croyances, etc. Tout ce qui est lointain et l'animal totem. Alors, là, en fait, comme la maison 9 est en taureau, du coup, les taureaux n'aiment pas le changement, les imprévus. Donc, du coup, on peut dire qu'il y a la peur du changement. Donc, je vous l'ai dit juste avant, en plus, hein, dans la maison 8. Hein. Donc, vous voyez, elle n'aime pas perdre son temps. Et du coup, en fait, la spiritualité va lui apprendre à accepter que parfois, il y ait des changements imprévus, par exemple. Voilà. Aussi, comme la maison 9 est en taureau,
elle adore voyager, ça on l'a vu, hein, avec les mini-fugues, voilà. Donc, elle est tout le temps en mouvement, tout le temps en déplacement peut-être. Bref, elle adore voyager, donc peut-être même qu'elle fait zut, un métier en lien avec le voyage en général, hein, les déplacements, etc. C'est possible. On verra ça dans la maison 10. Mais en tout cas, elle a besoin de s'ancrer quelque part. Voilà, pour du très long terme. Voilà. Donc ça rejoint, vous savez, les liens transgénérationnels où je vous disais qu'il y a sûrement eu certains membres de sa famille qui ont été déracinés, qui ont dû quitter leur pays, leur maison, etc. Voilà, donc comme elle a hérité de ce lien-là, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle adore bouger. Enfin voilà, hein. Oui, parce que les liens transgénérationnels peuvent prendre n'importe quelle forme. Voilà. Enfin bref, donc du coup, elle va devoir apprendre à se poser, à s'ancrer quelque part. Très important. Du coup, ça révèle des problèmes d'ancrage, hein, s'ancrer à la terre, etc., hein. Donc c'est totalement logique, hein, si elle n'arrive pas à garder son ancrage, etc. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'elle est souvent stressée et fatiguée, parce qu'elle n'arrive pas à garder un ancrage stable, etc. Vu qu'elle est aussi en train de bouger tout le temps, qu'elle a du mal à rester par exemple chez elle. Si elle reste chez elle, c'est vraiment quand elle est à bout, je pense. Donc voilà, mais là, c'est normal si elle n'arrive pas à rester ancrée. C'est lié à ça. En plus, ce qui est drôle, c'est que son animal totem de naissance, par rapport au taureau, c'est le castor. Le castor. Donc, son animal totem l'invite vraiment à construire de manière solide, avec de bonnes bases, vous voyez. Donc c'est pas pour rien qu'elle a le castor, parce que le castor va lui enseigner justement de construire avec des bases solides, avec de bonnes fondations, etc. Enfin, avec beaucoup de persévérance, va s'ancrer aussi, puisque le castor, son élément, c'est vraiment la terre, hein. Après, ce que le castor aussi révèle, c'est encore une fois une résistance au changement, vous voyez. Donc voilà, ça confirme. Donc rien n'est fait au hasard. Je pense que vous l'avez compris depuis le début que vous écoutez ce thème astral fictif. Je pense que vous l'avez compris. Rien n'est fait au hasard. En plus, j'ai mis une date de naissance au pif, heure de naissance au pif, etc. Donc voilà. Donc le castor vraiment va lui enseigner tout ça, la persévérance, voilà, construire et tout et tout. En plus, les castors, ce sont vraiment des bâtisseurs, donc on peut dire que Julie, de manière spirituelle, c'est aussi une bâtisseuse. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais hein, vous avez compris. Enfin bref, donc voilà. Mais ce que ça relève aussi avec le taureau, parce que là maintenant je rebondis là-dessus, les taureaux aiment rester chez soi, aiment la nourriture, aiment l'argent, etc. Donc ça révèle un petit peu que Julie, la peur du manque quand même, la peur de manquer. Voilà, c'est une petite peur, mais elle est quand même présente. Et pour terminer, du coup, par rapport à la maison 8, voilà, c'est du 50-50, voilà. Elle est ouverte à la spiritualité, mais elle est aussi très connectée au monde matériel. Voilà. Donc c'est plutôt équilibré, on va dire ça comme ça. Allez maintenant, la maison 10. La maison 10 est en Gémeaux. Donc c'est le domaine non, le domaine professionnel, pardon, le domaine professionnel, ce qui implique les ambitions, la réputation, tout ce qui va être accomplissement, la destinée, les opportunités, les actions, etc. Donc là, elle a Chiron en rétrograde dans la maison 10. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais la maison 10 est en Gémeaux. Donc là, avec Chiron dans la maison 10 en rétrogradation, soit dit en passant, bon, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, il y a des blessures liées au professionnel, liées à la carrière, d'accord. Donc en fait, Julie va avoir pas mal d'obstacles en fait, hein, à surmonter au niveau pro. Mais pour moi, elle réussira. Juste, faut qu'elle s'écoute aussi. Très important, parce que Julie a un peu de mal à s'écouter par moment. Donc du coup, lorsqu'elle va s'écouter pleinement, elle pourra en fait résoudre justement tous ces obstacles. Tout ce qui la gêne en fait à son épanouissement professionnel. De plus,
elle va rencontrer beaucoup de défis justement dans le domaine pro. Et en fait, par rapport au domaine professionnel, du coup, Julie, elle a pu explorer plusieurs métiers, différents pour trouver sa voie. Si elle n'a pas encore trouvé sa voie, du coup, elle va continuer à, explorer différents métiers jusqu'à ce qu'elle trouve vraiment, heu, sa voie professionnelle. Et comme, sa maison 10, donc la maison professionnelle, est en Gémeaux, du coup, tous les métiers, où il y a beaucoup de communication, bah, ce sont des métiers vraiment adaptés à elle, vous voyez? Ça peut être le journalisme, ça peut être la vente, ça peut être, tout ce qui est, comédie, donc humoriste, acteur et cetera. Et il y a aussi cette notion de police, c'est-à-dire, d'être enquêtrice. Donc ça rejoint ce que je vous disais, zut, c'était dans quelle maison déjà? Dans la maison 3, vous voyez? Par rapport aux études, voilà, de recherche, enfin voilà, je vous avais dit un truc comme ça, je me rappelle plus, désolée. Enfin bref, donc ce sont des métiers qui sont en parfait, résonance avec elle, qui lui correspondent, vraiment, vraiment bien. Mais ça peut être aussi, des métiers, tout ce qui est en lien avec la psychologie, l'écriture, et ce genre de choses, hein. Voilà, en tout cas des métiers, très liés à la communication, divers et variés. Maintenant, la maison 11 est en Cancer et ça concerne le domaine social et collectif. Ce qui implique, ben, tout ce qui est amitié, tout ce qui est projet collectif, tout ce qui est solidarité, l'entraide, tout ce qui est extérieur et cetera. Et elle a l'astéroïde Vesta en rétrogradation. Donc on voit qu'elle a pu, sacrifier ses propres besoins, ses propres limites, encore une fois, ses propres émotions par rapport aux autres. Donc je pense que pour s'intégrer et ne plus être rejetée, incomprise et cetera, elle a étouffé une part d'elle. Voilà, elle a sacrifié une part d'elle pour pouvoir s'intégrer pleinement, avec les autres, aux autres, pardon. Mais pour moi, avec Vesta en rétrogradation, on peut voir qu'au niveau social, collectif, amical, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu beaucoup de choses karmiques, des choses où elle n'était pas prête à vivre de ce côté-là. Donc voilà. En plus, elle a tendance à materner les autres, de manière globale. Après, elle a quand même, au moins une amitié très profonde, très sincère, voilà, très authentique. Voilà, c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'elle a eu beaucoup, beaucoup d'amis, au cours de sa vie. Il y a eu beaucoup de changements, amicaux et je pense qu'elle a eu beaucoup de déceptions dans le sens que, bon, ben, la plupart du temps, ses relations amicales n'étaient pas profondes, n'étaient pas authentiques, la plupart du temps. Donc voilà, je tenais à le souligner, ça aussi. De plus, on voit quand même, parce qu'il y a un aspect d'opposition, un aspect de tension, hem, elle a souvent vécu quand même, des conflits, amicaux et même avec, des personnes extérieures à son cercle social. Voilà. Je vérifie les aspects, attendez, hop, hop, hop. Ouais, donc je pense aussi que certaines personnes à l'extérieur, et même, au niveau amical, ont été un frein, en fait, dans sa réussite, ont été un frein, des obstacles. Et du coup, pour terminer la maison 11, voilà, comme elle est, en Cancer, cette maison-là, on peut dire que, de manière globale, Julie est naturellement protectrice. Elle se fait facilement du souci pour les autres, et encore une fois, il y a cette notion d'éponge émotionnelle. Donc elle absorbe vraiment, les émotions, les énergies des autres. Donc elle va devoir apprendre à se protéger, à se préserver. Très, très important. Sinon elle continuera d'absorber, ce qui ne lui appartient pas, tout simplement. Allez, maintenant pour terminer, après je ferai, rapidement les nœuds lunaires, et l'interprétation de ceux-ci. Du coup, la maison 12, c'est le domaine, des épreuves, pardon, et des obstacles et cette maison 12 est sous le signe du lion.
Alors, là, la maison 12, c'est tout ce qui est crise, psychologique, c'est les épreuves, les obstacles, hein, forcément, c'est tout ce qui est inconscient, c'est le karma perso, c'est les résistances, voilà, c'est la santé, les maladies et cetera. Donc, Julie, maison 12 en Lion, du coup, je vous disais en début, il me semble, de son thème, qu'elle avait besoin de reconnaissance. Étant donné que la maison 12 représente, l'aspect inconscient, du coup, elle n'a pas conscience qu'elle est en quête de reconnaissance, qu'elle a besoin de reconnaissance. Vous voyez? Elle n'en a pas conscience. Mais du coup, justement, les épreuves, et les choses qui se produiront dans sa vie vont l'amener à conscientiser cela. Alors aussi, elle a Lilith, donc la lune noire dans la maison 12 et du coup, c'est tout ce qui est justement expérience négative, c'est les émotions, et leurs influences. Voilà, c'est tout ce qui est karmique, les traumas, et cetera. Donc, elle va devoir travailler là-dessus, en fait, hein, et ça va être très compliqué pour elle parce que ce ne sera pas toujours, simple. Elle va devoir aussi, virer ces masques qu'elle porte parce que là aussi, il y a cette blessure de rejet qui ressort un peu. Vous voyez? Donc voilà, il y a aussi, les liens transgénérationnels, hein, par rapport à la lune noire. Donc certaines épreuves, certains obstacles proviennent de ça, en fait. De plus, comme la maison 12 est en Lion, elle va devoir apprendre à se poser. Voilà. Donc ça rejoint, ce qui a été dit, hein, très clairement, depuis, un moment qu'on parle, qu'elle a besoin de se poser et cetera. Ça ressort dans le domaine, des épreuves, des obstacles et cetera. Et aussi, par rapport, au lot de l'esprit, en fait, elle se renferme sur elle-même, mais émotionnellement, encore une fois, parce qu'elle est trop fière, en fait, pour se montrer vulnérable, d'accord? Donc voilà. Au niveau de sa santé, faut qu'elle fasse attention au cœur. Donc ça, on l'avait vu, il me semble, quand je vous disais, douleur au cœur et cetera. Au niveau de sa colonne vertébrale, donc des problèmes de dos, hein, tout simplement. Hem, Aux maladies, comment dire? Infectieuses, donc tout ce qui va être virus, tout ça là, elle peut se les choper, très facilement, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est normal, hein, parce que comme elle est tout le temps en mouvement et tout, machin, à un moment donné, le corps, il va saturer, il va lui faire comprendre qu'elle a besoin de se reposer, de se ressourcer et voilà. Elle peut avoir aussi beaucoup, beaucoup de crampes, quelle que soit la crampe, hein, ça peut être crampe aux pieds, aux mollets, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc qu'elle fasse attention aussi, à ses genoux. Donc elle peut, comment dire? Elle a pu avoir ou peut-être aura, des problèmes de genoux, par entorse ou autre, hein, peu importe, mais là, c'est vraiment ce qui ressort, dans le thème, hein. Qu'elle fasse attention aussi à son alimentation parce qu'il y a une certaine sensibilité, à ce niveau-là. Donc voilà, elle aura besoin d'avoir une alimentation équilibrée et on l'avait vu aussi, mais par moments, elle peut être hypocondriaque. Donc voilà, globalement pour sa santé. Allez, pour finir, le thème astral fictif, donc c'est nœud lunaire, donc nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Donc par rapport au nœud nord en poisson, en fait son âme a choisi vraiment d'explorer, vraiment d'expérimenter tout ce qui est légèreté, etc. Lâcher prise. Pourquoi? Parce que dans ses vies passées, elle était tout le temps dans le contrôle. Voilà, ça vous dit pas quelque chose? Voilà. Donc du coup, elle a besoin vraiment de travailler sur le lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout le temps, tout contrôler. Elle a besoin d'apprendre, aussi à, accepter les imprévus, accepter les changements, à être moins dans le stress, à toujours s'inquiéter par exemple, donc voilà. De plus, elle va devoir pleinement se reconnecter à ce qu'elle ressent, donc aux émotions encore une fois, puisque le poisson c'est vraiment un signe, parfait pour représenter, l'émotionnel et tout ce qui va avec. Donc elle a besoin vraiment de se reconnecter à ses émotions et de les exprimer, de les vivre. Donc ça va être vraiment, ses défis, ses challenges, c'est vraiment, en partie sa mission de l'âme.
Voilà, c'est un peu le but dans sa vie, hein. Donc voilà. Maintenant le, nœud, sud en Vierge. Donc son nœud sud en Vierge, là, très clairement, elle a ramené des mémoires karmiques au niveau de l'anxiété, d'accord? Donc du coup, elle doit libérer ça dans cette vie-ci. De plus, dans, une de ses vies, elle a été très, très marquée par, une cassure familiale, voire même un décès. Donc du coup, c'est ce qui lui a créé un certain manque affectif et elle a ramené ça dans cette vie-ci. Du coup, ça explique, sa dépendance affective, voilà. Et comme elle a le nœud sud en Vierge, voilà, dans des vies passées, elle aimait bien tout explorer, tout comprendre et cetera. Donc ça rejoint, exactement ce que je vous disais, pour le côté, détective, tout ça, tout ça. Donc elle a ramené ça, dans ses bagages, dans cette vie-ci. Voilà pour le thème astral fictif. Eh bien, j'ai hâte d'avoir votre retour. Est-ce que du coup, vous avez conscience de tout ce que ça peut vous apporter comme information pour pouvoir vous propulser en avant, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous aider à libérer certaines choses, à intégrer certaines choses, à conscientiser certaines choses. Enfin voilà, dites-moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que du coup ce podcast il a duré vraiment très 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 longtemps. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like voilà, pour soutenir ma chaîne YouTube et ce que je fais, ça fait toujours plaisir et je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt, au revoir.